Nous accueillons maintenant le speaker suivant. Ok, je vais être obligé de temporiser un peu jusqu'à ce qu'on me donne un signal là-haut. Il y a un petit gars qui s'agite là avec des petits bras. Mais il ne me regarde pas. Donc ça ne peut pas encore tout à fait prêt. Que je prépare le ciel. Je ne sais pas où je vais pas le faire. Je suis désolé. Mais attends, mais je vais pas être en contact avec mon délégué, mon gars. Tu vas voir. C'est ça y est là-haut? En fait, il est en train de changer de carte SD, donc effectivement, c'est un processus un peu long. Moi, si toi, tu peux poser une question à ça, est-ce que vous savez siffler? Plus fort, quand même. Je pense que vous pouvez mieux faire, quand même. Et je vous montre. Durant cette présentation, je vais vous parler un petit peu de notre métier qui est développeur. Voilà, donc j'ai que 14 minutes, ça va être assez caricatural. Je vais un peu forcer le trait sur certaines choses. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent que le métier de développeur, c'est d'abord de pisser du code. Donc, quitte à pisser du code, autant pouvoir le faire en sifflant. Donc, pour moi, pour pouvoir pisser du code en sifflant, ce qu'il faut, c'est avoir un petit peu une idée d'arriver à se projeter dans son avenir et de se dire finalement, moi en tant que développeur, est-ce que j'ai un avenir? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, développeur après 30 ans, c'est dur. 40 ans, moi j'ai passé 40 ans et j'arrive encore à pisser du code en sifflant. Voilà, donc je vais essayer de travailler un petit peu ce sujet en forçant le trait. D'abord, je tiens à dire que c'est ce que je dis souvent aux jeunes qui commencent dans le métier, c'est un métier qui est dur. Le métier de développeur, et c'est aussi un métier qui est précaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, en permanence, on est en formation et on doit apprendre des choses en permanence. Voilà. Ce que j'ai un peu envie de dire, c'est que un développeur, en fait, il n'a jamais fini, il n'y a jamais une version finale pour un développeur. Il est toujours en bêta, quoi. Il sait une chose et il peut se dire, ah tiens, ça y est, je suis enfin développeur et non, pourtant, il y a de nouvelles choses qui vont arriver, etc. Je tiens aussi à dire qu'actuellement, on vit un âge d'or. Ça veut dire quoi? C'est pour nous, développeurs Java, qui sont dans la salle, trouver un job actuellement, c'est plutôt facile. Ce ne sera pas forcément le cas tout le temps. Et moi, j'ai démarré il y a quelques années, j'ai démarré en 94. Donc j'ai vécu la crise de 94, c'est de 2000, c'est de 2008. Il faut savoir qu'il y a des moments où c'est facile de trouver un job et il y a des moments où c'est moins facile. Et ce qu'il faut, c'est en permanence essayer de s'arranger pour que son avenir soit toujours radieux de manière à toujours pouvoir siffler. Alors, qui suis-je? Souvent, on me pose cette question et j'aime bien détailler, le dire en trois choses, de trois manières. C'est d'abord ma fonction, je suis directeur des opérations. Alors ça, c'est vraiment une fonction, ça va, ça vient. On voit, il y en a qui ont une fonction, c'est par exemple ministre, ça va, ça vient. Moi, c'est pareil, c'est directeur des opérations, ça va, ça vient, c'est pas mon métier. Après, j'ai sûrement des titres. Donc, j'ai fait une thèse, je suis docteur, peut-être que je suis architecte, mais ça dépend dans quoi, et puis dans le milieu, peut-être senior, expert. Ça, c'est les titres qu'on peut me donner, et j'attends surtout de ces titres que ce soit la communauté qui me les donne. C'est pas moi qui vais dire je suis architecte, c'est plutôt les gens qui vont dire pour moi. J'ai dit récemment, d'ailleurs, ce serait bien que les architectes dans les entreprises soumettent de temps en temps leurs titres au vote pour savoir s'ils ont toujours ce titre. Qui est prêt à faire ça? Il y a des courageux, c'est bien. Voilà. Mon métier, c'est développeur. Donc, ça veut dire quoi? Quand je remplis un papier pour une assurance qui dit profession, je ne dis pas ingénieur, machin, je dis non, moi je suis développeur. Je ne dis pas informaticien non plus parce qu'on va me demander de dépanner Windows. Donc, je dis je suis développeur, moi je suis tranquille. Voilà. Ça, c'est vraiment mon métier. Voilà. Donc, durant cette présentation, il y aura trois choses à retenir. La première, c'est que pour rester développeur longtemps, il faut travailler sa technicité. Il faut aussi avoir un peu une vision de qu'est-ce que c'est que la carrière d'un développeur. Et du coup, ça rassure, c'est un petit peu comme dans la méthode d'Emmanuel, d'arriver à se projeter, d'avoir une idée sur qu'est-ce que peut être la carrière, c'est important. Et après, c'est un des derniers sujets que je travaille, et je pense qu'on est arrivé dans un moment où c'est mûr pour nous développeurs, c'est tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. Voilà. Donc technicité,
Il y a eu récemment, cette semaine, ou la semaine dernière, je ne sais plus, un mail sur la mailing list des casques codeurs. Alors je ne sais pas si le gars qui a envoyé ce mail est dans la salle. En gros, il disait moi je suis développeur du côté mainframe de la Force, comment est-ce que je peux devenir développeur Java? Pas facile, je pense que c'est le cœur du sujet. En tout cas, c'était intéressant sa question, puisque l'idée, il disait moi je veux travailler ma technicité. Il faut dire aussi que la communauté, en tout cas dans les réponses qu'il y a eu, j'ai pas vu beaucoup d'aide pour lui. Je pense que c'est sûrement assez difficile maintenant pour un développeur COBOL de basculer en tant que développeur Java. Je pense qu'il arrive un peu tard maintenant dans la bascule. Il y a des moments où il aurait pu le faire, et maintenant, par contre, c'est un petit peu tard. Donc travailler sa technicité, je pense que c'est important d'avoir une vision sur une certaine employabilité, par exemple, et cette employabilité, elle peut être liée à un langage. Donc dans les années 80, 90, un développeur COBOL, il trouvait facilement un job. Ensuite, il y a un nouveau langage qui est apparu, c'est le langage C, et puis petit à petit, ce langage va commencer à grignoter des parts de marché, entre guillemets, sur l'employabilité des développeurs COBOL. Puis après, il y a eu par exemple le développeur C++ qui a débarqué, le langage C++, puis il a complètement sorti du marché, entre guillemets, le développeur C. On voit que le développeur COBOL, il a eu un petit rebond aux années 2000, c'est bref. Et puis, globalement, on se dit, maintenant, moi je suis développeur Java, on a toujours besoin un peu de développeurs C++. On a dit qu'on ne parlait pas de .NET ce soir, donc je ne l'ai pas mis sur le slide. Mais donc voilà, on peut se dire en tant que développeur Java, c'est bon, je suis tranquille. Moi, je pense que ce n'est pas le cas. Par exemple, j'ai mis ici des niveaux d'employabilité au niveau de la technologie Java. Quelqu'un qui maîtrisait Swing dans les années, fin des années 90, il avait une très bonne employabilité. On peut dire que maintenant, son employabilité est assez faible. Après, quelqu'un qui, au début, quand la technologie Servlet est arrivée, hop, quelqu'un qui maîtrisait ça, il avait une super employabilité marché. Maintenant, c'est zéro. C'est pareil pour Strut, etc., etc. Donc, de la même manière, c'est pas parce qu'on est développeur Java qu'on a une bonne employabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, moi, je rencontre dans les entretiens d'embauche des gens qui sont sûrement très forts techniquement, mais qui n'ont pas su remettre à jour leur stack de connaissances. Donc, ils sont très forts sur des sujets... on va dire, du début des années 2000, et puis maintenant, au niveau employabilité, c'est-à-dire valeur marché, ils ont une valeur qui est assez faible. Voilà. Ce que je remets ici, c'est un peu de se dire, voilà, il y a une technologie qui va apparaître sur le marché, cette technologie va m'aider à avoir une certaine employabilité pendant un certain temps. Pour ça, il faut regarder 4 facteurs. Le premier facteur, c'est, en gros, pourquoi je mets ce slide, c'est de se dire, travailler son employabilité, moi je considère que c'est pas mal de temps personnel. En tout cas, c'est comme ça que j'avance de ce côté-là. J'ai peu de temps, vu ma fonction, et puis mes titres, et puis mon métier, et voilà, tout le reste. Donc au moment où je vais investir sur une techno, ce qu'il faut, c'est que je vais essayer de maximiser mon rendement. Donc voilà un petit peu comment je travaille. J'essaie de regarder un peu ces paramètres, cette technologie. Quand est-ce qu'elle va atteindre son seuil maximum d'employabilité? Est-ce que c'est rapide ou pas rapide? Ça m'intéresse, parce que du coup, je vais investir du temps sur quelque chose, et si mon résultat, c'est dans très longtemps, c'est pas forcément le meilleur endroit pour investir. Deuxièmement, c'est quoi l'amplitude? Est-ce que ça va être, ce palier va être élevé ou pas élevé? Derrière, c'est quoi la taille de ce palier? Est-ce que ça va être un investissement qui va être durable ou pas? Et puis dernièrement, il y a quelque chose qu'il ne faut pas rater, c'est le moment où ça commence à chuter, parce que derrière, en termes d'employabilité, ça commence à chuter, et puis il faut que je trouve un nouveau cheval pour avancer. Voilà un peu ce que ça peut donner. Donc, il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est l'expérience. Bien sûr, quelqu'un qui travaille depuis 10 ans a une employabilité supérieure à quelqu'un qui démarre sur le marché. Voilà, donc ce que j'ai montré ici, c'est qu'à un moment donné, je suis fort en swing, et puis si je reste focalisé sur cette technologie, petit à petit, mon employabilité va baisser. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas un job. Je peux être chez un client final qui utilise ce swing et puis qui me fait qui me propose des super salaires, etc. Voilà. Ce qui va se passer peut-être, c'est qu'à un moment donné, il va me dire désolé, on n'a plus besoin de vous, je ressors sur le marché, et là je vois qu'il fait froid parce que finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui utilisent cette technologie. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe. Volontairement, j'ai mis une technologie, donc il y a un de mes gars qui va sourire, comme la salle, et j'ai mis Scala. C'est. Moi, je ne crois pas trop à cette technologie du point de vue employabilité. Donc là, vous avez le droit de tous siffler, en tout cas tous les supporters de Scala. Je pense que c'est une très bonne technologie. Par contre, il ne faut pas imaginer que cette technologie elle va permettre à des gens
enfin, en tout cas en termes d'amplitude et puis de vitesse à laquelle elle va arriver sur le marché, je ne pense pas que ce soit un bon cheval sur lequel il faut investir. Ça ne veut pas dire aussi qu'on n'est pas là pour se faire plaisir. C'est-à-dire que moi, bosser Scala pour m'amuser le soir, apprendre des choses, etc., je pense que c'est intéressant. Par contre, ce n'est pas une technologie sur laquelle je vais investir pour me dire que ça va m'aider à avoir un job demain. Donc bien arriver à faire la part des choses, il y a des choses qu'on va travailler pour améliorer son employabilité, puis d'autres qui vont être là pour s'amuser. Après, un autre des sujets qui m'intéresse, c'est tout ce qui va être... j'ai beaucoup de gens qui viennent, qui ont lu énormément de choses, qui sont très forts pour tout ce qui va être bibliographique et qui ne mettent peu en pratique. Donc pour moi, un développeur, c'est d'abord quelqu'un qui code. Donc pensez à ça. Quand je parle de ça, j'aime bien, quand je rencontre un développeur et qui me dit « moi j'aimerais bien travailler avec toi Didier », et je dis « qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Il me dit « moi j'aimerais bien être chef de projet ». Alors je lui dis quelque chose d'assez simple, je lui dis « qu'est-ce que c'est qu'un chef cuisinier qui ne cuisine plus ?» Ah, il réfléchit et tout, et alors là je lui dis « pour moi c'est un manager chez McDo ». En tout cas, ce ne sera pas avec moi. Donc, si tu as envie de chef de projet et plus coder, passe ton chemin. Voilà. Donc, il faut garder les mains dans le cambouis, ça c'est important. C'était le premier sujet. Si vous voulez rester développeur, il faut coder. Deuxième sujet, il faut penser à sa carrière. Donc, j'ai résumé sur ce slide un petit peu. Donc, c'est ma manière de voir les choses. C'est qu'est-ce que peut être la carrière d'un développeur. En gros, il y a 5 niveaux. Il y a d'abord le junior, c'est le candide. Le candide, c'est quoi? C'est le gars qui n'a pas beaucoup bossé. Entre autres, par exemple, c'est celui qui va toujours se faire avoir sur les congés. Donc c'est bien d'avoir des candides dans son équipe parce qu'au moins on peut placer ses congés tranquillement. Voilà. Bon, ça c'est le junior, il arrive à la fin. Après, il y a le niveau supérieur, c'est le confirmé, c'est quelqu'un qui n'est plus un candide. En gros, on va lui confier une tâche, il va arriver à la réaliser, il est autonome. Il y a des gens qui vont rester profil confirmé, autonome toute leur vie. Ça ne les intéresse pas plus que ça, ils viennent au boulot, ils font leur boulot, ils repartent, c'est tranquille. Voilà. Après, il y a des gens qui vont essayer d'aller un peu plus loin, qui vont travailler des sujets, qui vont commencer à avoir une espèce de rayonnement dans l'équipe. Ça, c'est ce que chez nous on appelle les seniors. Donc après, on peut les appeler experts, chefs de projet, team leader, etc. Voilà. Donc ça, c'est le niveau de la seniorité. Ensuite, il y a ce que moi j'appelle les cadres. C'est des gens qui vont être capables, quand ils arrivent dans une réunion où ils ne connaissent pas forcément les gens, de s'imposer. C'est-à-dire qu'ils vont avoir suffisamment de finesse, d'empathie pour arriver à placer leurs idées, qui sont assez solides. Et puis après, il y a le dernier niveau, ce que j'appelle les influenceurs. C'est des gens, quand ils vont arriver dans une réunion, cette personne ne connaît pas les gens, mais les gens le connaissent. Et c'est intéressant aussi d'arriver à ce niveau-là pour plein de raisons. Entre autres, c'est des personnes qui vont être de gros générateurs de business. Voilà. Donc, ayez un peu ça en tête, essayez de voir où est-ce que vous en êtes, et je pense que ça peut vous aider. Travaillez votre réseau. Pour les gens qui sont là, je ne vais pas insister là-dessus, mais il y a une manière. Moi, on m'a dit quand j'ai commencé ma carrière, c'est un gars qui s'appelait Luc Darras, il m'a dit le job que tu auras dans 10 ans, c'est grâce au contact que tu as maintenant. Et je pense que c'est vrai. Donc, voilà, pour essayer de vous projeter dans 10 ans, qu'est-ce qui fait que j'aurai un job? Et c'est parce que vous avez networké, vous avez créé du réseau, et puis, à un moment donné, ça paiera. Voilà. Dernier sujet, c'est entreprendre. Donc entreprendre, ça ne veut pas forcément dire je construis ma boîte, je crée ma boîte. Pour moi, c'est une des manières. Il y a une des manières que j'ai envie de travailler, en tout cas dans l'entreprise pour laquelle je bosse actuellement, c'est ce que j'appelle le modèle intrapreneur, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de créer un écosystème qui va permettre aux gens de ma boîte d'entreprendre à l'intérieur de cette boîte-là. Voilà. Je pense qu'on est maintenant sur un modèle qui est mature pour ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se passent actuellement qui vont permettre aux développeurs d'entreprendre beaucoup plus facilement que ça ne l'était jusqu'à maintenant. Donc avant, il y avait tout un écosystème. Quand un développeur il pondait 10 lignes de code, il y en avait une qui servait à nourrir lui. Et puis lui, il nourrissait des commerciaux, machin, etc. Voilà. On est arrivé sur un système où maintenant, on va pouvoir faire avancer les choses. Par exemple, moi je pousse pas mal tout ce qui est cloud computing. Entre autres, ça nous permet de démarrer des projets très rapidement. J'ai une idée, je vais la mettre en œuvre, j'ai pas besoin forcément de provisionner des machines, etc. Donc ça me permet de réduire des coûts. Après, maintenant, il y a tout ce qui est marketplace. Je ne sais pas si vous avez regardé ce que c'était que le phénomène marketplace, mais il y en a vraiment
énormément. Je pense que c'est un très bon modèle pour vous. Ça vous permet de supprimer des échelons dans la vente de vos produits, voire des commerciaux, que ça pourra faire plaisir à certains. Après, il y a tout le côté communautaire. Je crois beaucoup à ça aussi. Comment est-ce qu'on est capable de pousser des choses en s'appuyant sur la communauté? Et puis après, quand on est là, il reste plus qu'un manager. Je vous propose de le faire sauter pour arriver à un modèle gagnant. Voilà. Si vous voulez retenir quelque chose, c'est il faut travailler sur votre savoir-faire. Ensuite, il faut travailler votre faire savoir. Et puis, il faut innover. Je pense aussi que c'est très difficile d'arriver à faire tout ça si vous le faites tout seul. Et moi, ce que je vous propose, vous le faites déjà, c'est d'aller chercher des écosystèmes qui vont vous aider à vous accomplir. Le Paris Jug en est un. Merci. Ok, on y va.